Bonjour à tous et à toutes. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. On va attendre 2-3 minutes et puis on commencera. Alors, donc, bonjour à tous et à tous, à ceux qui viennent d'arriver. On est 50, un peu plus de 50, donc je vous propose de commencer ce Cookinaire. Donc, bienvenue à tous pour ce Cookinaire organisé par les Insatiables dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la dénutrition. Donc, je représente l'association Les Insatiables. C'est une association qui sensibilise et accompagne le grand public et les acteurs de l'alimentation autour des enjeux du bien manger et de la prévention de la dénutrition. Nous travaillons notamment avec la restauration collective pour remettre le plaisir au cœur de l'assiette à travers des formations, des outils et des événements comme ce Cookinaire. Donc nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un moment gourmand, un moment concret et inspirant autour du thème du manger main en restauration collective. Donc ce Cookinaire, c'est un format qui est à mi-chemin entre démonstration culinaire, échange de bonnes pratiques et moment de sensibilisation. Pendant à peu près 1h15, 1h30, nous allons parler de nutrition, de plaisir, de dignité à table, mais on va aussi essayer de présenter des solutions concrètes pour adapter les repas quotidiens des résidents qui font face à la restauration collective. Nous sommes généreusement accueillis par l'hôpital Jean Jaurès du groupe SOS Santé. Donc, nous sommes dans de vraies cuisines professionnelles pour que la démonstration culinaire, elle corresponde au maximum à une situation culinaire réelle que vous pouvez rencontrer au quotidien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si l'écoute ou le visionnage au fur et à mesure des interventions est difficile, si vous avez du mal à entendre ou si vous avez du mal à voir, on essaiera de s'adapter. Pour animer ce temps, nous accueillons tout d'abord Arnaud de Lucas, pédiatre au CHU de Tours et membre du collectif de lutte contre la dénutrition. Nous accueillons aussi Salomé Gorsi, diététicienne qui œuvre au groupe SOS Santé, Donovan Kozlowski, chef cuisinier,
Agnès Materon, référente nutrition chez Cisco France, et Aude Petitbon, chef de marché médico-social chez Cisco France. Moi, du coup, je suis Camille Hugo, je suis chef de projet chez Les Insatiables et je vais assurer le fil rouge de cette rencontre. Je vais un peu vous dire, vous exposer le déroulé de ce cookie-naire. Donc, on va commencer par un éclairage du collectif de la lutte contre la dénutrition sur le contexte de cette semaine nationale. Puis, nous donnerons la parole à notre binôme diététicienne-chef pour croiser les regards, pourquoi le manger main est bénéfique et comment l'adapter en cuisine. On aura une démonstration culinaire en direct. Et enfin, nous donnerons la parole à Cisco France pour présenter l'implication comment on implique les équipes pour mettre en place le manger main dans les établissements. Vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long du cookie-naire et on tâchera d'y répondre dans un petit temps prévu à la fin des interventions. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer par donner la parole au docteur Arnaud Deluca, qui va nous rappeler les grands objectifs de cette semaine nationale de lutte contre la dénutrition et son importance aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a du monde de connecté, donc c'est déjà un bel événement en soi qu'il y ait autant de monde autour de cette visio. Comme cela vient d'être dit, je vais vous présenter donc les objectifs généraux de la Semaine nationale de lutte contre la dénutrition. Et donc je suis membre du collectif et à ce titre, donc on va voir divers aspects. Diapo suivante. Donc tout d'abord, il faut redéfinir ce qu'est la dénutrition. Cette dénutrition, c'est un déséquilibre d'une balance énergétique, c'est-à-dire que ce qui est apporté ne correspond pas à ce dont la personne a besoin. Donc il n'y a pas assez d'apport ou les besoins sont accrus et déséquilibrés. Donc finalement, il manque d'énergie pour pouvoir fonctionner. Et ça entraîne de nombreuses conséquences. La première, c'est la perte du tissu adipeux, c'est-à-dire la graisse, mais c'est aussi et surtout la diminution de la masse musculaire et de la force musculaire, donc une perte de fonction, une perte de capacité. On peut moins bouger, on peut moins finalement arriver à effectuer les tâches du quotidien. Et comme il y a cette dénutrition qui s'installe, eh bien, on va avoir une fragilité plus importante. Donc, on va avoir plus de risques d'être hospitalisé, aussi plus de risques de décéder à cause des maladies. Et il y a un coût médico-économique qui n'est pas négligeable. Ça augmente les dépenses de santé que d'avoir une dénutrition, parce qu'il faut s'occuper de ça en plus. Et comme on vient de le voir, ça aggrave le pronostic. Alors, il y a une fatigue qui s'installe, qui est ressentie par les patients. Il y a aussi une diminution des capacités à bouger, capacité à réfléchir aussi. On se défend moins bien vis-à-vis des infections, donc la baisse d'immunité fragilise. Et puis, il y a plus de complications, comme je viens de vous le dire. Diapo suivante. Cette dénutrition, on en parle parce que ça concerne énormément de monde. On estime qu'en France, il y a 2 millions de personnes qui sont concernées par ce problème de dénutrition. Beaucoup les personnes âgées, mais pas que. Donc moi, je suis pédiatre, comme ça a été dit dans la présentation. Ça concerne aussi l'enfant, mais ça concerne les adultes, surtout dans ces populations-là, associées à la maladie, alors que la personne âgée, des problématiques d'autonomie et de dépendance vont participer également à l'installation de la dénutrition. Diapo suivante. Donc c'est pour ça que la Semaine nationale de dénutrition existe depuis quelques années pour essayer de promouvoir, donc de sensibiliser les gens à cette problématique. C'est une semaine d'action dans tous les secteurs possibles, donc du sanitaire au médico-social, mais aussi ailleurs que dans le secteur de santé, de façon à sensibiliser, à prévenir ces problèmes de dénutrition. Et donc, c'est un élément majeur. On va voir ensuite le nombre de participations qui ne fait qu'augmenter et on est ravis de cela. Donc, cette année, ce sera du 17 au 23 novembre, donc ça ne va pas tarder. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site luttecontrelaDénutrition.fr en précisant votre action jusqu'au 14 novembre. Donc, il y a encore temps de le faire. On peut faire ça partout en France.
Et vous avez vu qu'en bas de page, il y a le soutien d'instances majeures gouvernementales, là aussi l'assurance maladie, Manger Bouger, l'assurance retraite, le CNSA. Donc, beaucoup d'organismes soutiennent cette semaine-là et nous en sommes également très contents. Alors, qui ça concerne? On a dit que c'était dans tous les milieux. On a dit la partie sociale, médico-sociale, établissement de santé. On a dit que ça pouvait aussi concerner d'autres milieux. Donc, les professionnels de santé de premier recours, donc autrement dit les professionnels libéraux, médicaux et paramédicaux, mais aussi le secteur associatif et également les entreprises. Et quel type d'actions peuvent être développées? Eh bien, tout type d'action est envisageable dans la mesure où, bien sûr, ça sensibilise aux problèmes de dénutrition, que ce soit via les webinaires auxquels vous êtes en train de participer, que ce soit de la communication papier, numérique ou par d'autres canaux et notamment les réseaux sociaux, une sensibilisation en vis-à-vis avec des personnes, mais aussi des stands tenus dans des établissements. Ça peut être des séances de formation, qu'elles soient par webinaire ou aussi par événement local. Ça peut être des éléments de prévention de tout ordre et puis aussi des actions de dépistage, c'est-à-dire là plus dans la partie soins, de pouvoir mieux détecter les personnes qui souffrent de dénutrition ou qui sont à risque de l'être, de façon à mieux les prendre en charge. Donc, en chiffres, ça représente énormément de bonne volonté et de dynamisme pour cette semaine de la dénutrition. On peut comparer 2024, l'édition précédente, avec l'édition qui va arriver dans les prochaines semaines. Vous voyez que le nombre d'actions recensées a doublé, puisqu'on va être à 15 000 cette année, plus de 15 000. En termes de projets labellisés, on passe de 2600 à 3700 projet. Donc là aussi, un grand succès par rapport à tout ça. Les kits qui peuvent être envoyés, donc c'est un peu trop tard pour les demander, mais il y a des kits de support de différents ordres, des affiches, des flyers, etc., qui sont disponibles et qu'on pouvait commander. Donc là, les kits commandés ont encore été plus importants. Et puis, flyers aussi en nombre majeur, là, quasiment doublé également, 1,5 million de flyers envoyés. Donc, ça prend des proportions gigantesques, on en est très content. Avec également 3100 organisations qui valorisent les 15 000 actions sur cette semaine-là. Vous avez ici le programme de la semaine. Je ne vais peut-être pas les détailler un par un, mais vous voyez qu'il y a des webinaires pour la personne âgée. Je vais assurer moi-même un webinaire sur les maladies cardiaques de l'enfant et la dénutrition. Il y a des cours de cuisine, il y a dénutrition et cancer, il y a l'activité physique, les troubles du comportement alimentaire, l'orthophonie, la santé mentale, le lien avec le microbiote, également la partie santé bucco-dentaire, l'autonomie chez la personne âgée, etc. Donc tout ça, c'est des événements qui vont bien remplir cette semaine et auxquels vous êtes bien sûr invités à participer. Et donc, il reste à présenter les contacts et notamment les réseaux sociaux. Donc, sur LinkedIn, on peut suivre le collectif de lutte contre la dénutrition. On peut aussi s'inscrire à la newsletter à partir du site internet. Et puis, vous avez ici l'adresse mail de contact qui permet d'échanger, voilà, voir comment on peut faire pour aider au montage d'événements autour de la semaine nationale et également renseigner, orienter et donc être à votre service pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette introduction et pour ce rappel important. Donc la dénutrition, c'est une réalité qui touche tous les publics. Donc ça touche encore beaucoup trop de personnes âgées. Je fais le pont avec nos interventions après. Euh, pour prévenir la dénutrition, du coup, des actions diverses existent, notamment dans le cadre de cette semaine de lutte contre la dénutrition. Mais aussi, on peut également mettre en place une approche à la fois valorisante et gourmande, le manger main. Donc on va écouter à présent Salomé Gorsi et Donovan Kozlowski
pour en savoir plus sur ce qu'est le manger main et comment il se traduit en cuisine. Qui commence. Donc, le manger main, en fait, c'est issu donc de l'anglais finger food. Donc, c'est des plats qui sont directement à manger avec les doigts. On ne va pas avoir besoin d'utiliser une fourchette, un couteau, une cuillère. On a vraiment uniquement besoin de nos doigts. N'hésite pas. C'est un confort pour le résident ou le patient. C'est une facilité à manger. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et en tout cas, ça va être destiné à des patients qui ont des problèmes de praxie au niveau donc des mains, qui vont ne plus savoir utiliser leur couvert. Et de ce fait, on va toucher plusieurs typologies de patients, donc notamment les patients avec des troubles cognitifs, des patients qui vont avoir des handicaps physiques, qu'est-ce que on oublie forcément parce que c'est le stress du live. Je te laisse enchaîner sur les techniques de préparation d'aliments. Alors, ça peut se faire avec de la gélatine, soit ce qui est plus utilisé, c'est du texturant Knorr, c'est facile d'utilisation, ou de l'agar-agar, qui est un gélifiant à base d'algues 100% naturel. Alors ça, c'est l'équivalent de la gélatine, mais en poudre et avec une facilité d'utilisation, un temps de prise rapide, entre 10 et 15 minutes. À savoir que là, on va faire attention dans l'utilisation de ces texturants d'un point de vue diététique, c'est qu'on va essayer de les varier un maximum. Pour pas qu'on ait toujours que des texturants à base de gélatine ou à base d'agar-agar, on va avoir des texturants un peu plus naturels comme la chapelure, comme on avait le pain de mie aussi, oui. Qu'est-ce qu'on utilise encore tout ce qui est liant avec de l'amidon, la fécule. L'idée, en fait, c'est venir de varier un maximum vos texturants en fonction des recettes, bien sûr, pour que les patients n'aient pas toujours le même type de texturant, au risque d'avoir les effets indésirables, en fait, des texturants. Que ce soit écœurant. Et que ce soit carrément écœurant à force. Bien que ça n'ait pas de goût. Petite précision aussi, le manger main ici va vous être présenté de manière mixée, à savoir que c'est pas obligatoire que ce soit mixé. Nous-mêmes, on fait déjà du manger main en fait dans notre quotidien, que ce soit lors des apéros dînatoires ou quand vous mangez des frites avec les doigts, les croque-monsieur, les quiches éventuellement. Donc en fait, le patient ne va pas avoir besoin nécessairement d'avoir une alimentation mixée pour passer sur du finger food. Tout peut être fait en manger main à partir du moment où il y a un besoin pour le patient. Parfois, c'est juste de la déco ou de la présentation qui peuvent aider à faire du manger. Carrément. Et du coup, on va vous présenter une carotte râpée en manger main. Voilà, donc ça se présente comme ceci, de la carotte râpée, du texturant, une vinaigrette maison et qu'est-ce que j'oublie et l'enrichissement. Voilà, l'enrichissement, on utilise de la vache qui rit pour enrichir. Super, bah merci. Donc après la théorie, on va passer à la pratique avec la petite démonstration culinaire. On avait juste voulez-vous faire un petit sondage dans le chat pour toutes les personnes présentes qui regardent ce Cookinaire. Est-ce que vous avez déjà testé dans votre établissement ou avec certains patients le manger main? Donc vous pouvez mettre oui ou non. Et après, on passera à la démonstration culinaire. Comme ça, ça nous donne aussi une idée de si vous avez déjà testé ou non. Donc, on regardera après les réponses. On va passer à la démonstration culinaire. Donc, Donovan et Salomé, c'est à vous. Alors, très simple d'utilisation. On met tous les éléments par rapport au dosage dans le mixeur. Donc là, on est sur 500 de carottes, 80 g de texturant, 125 g de vinaigrette et 250 g de vache qui rit pour réaliser un manger main à base de carottes mixées. En sachant qu'au niveau de l'enrichissement, vous pouvez tout à fait utiliser un autre type d'enrichissement comme de la crème fraîche ou autre. En fait, c'est voilà, la 35% toujours, parce que c'est ce qui va nous intéresser le plus. Après, ça dépend de quel type d'enrichissement vous voulez réaliser. Est-ce que ça va être uniquement énergétique? Est-ce que ça va être
Est-ce que ça va être les deux? Donc ça, c'est vraiment à vous, en tout cas sur vos sites, sur vos établissements, dans les cuisines, d'aller voir qu'est-ce qui peut être fait et donc d'adapter les recettes en fonction. Du coup, pour le bruit, de faire un bruit. Ça risque de faire un petit peu de bruit avec le robot coupe. N'hésitez pas à nous dire si c'est vraiment trop dérangeant. On en a pour une seconde. Moins d'une minute. Ok. Là, je m'apprête à mixer les carottes avec la vinaigrette, l'enrichissement, la vache qui rit et le gélifiant en poudre, le texturant. Voilà. Pour après le mouler directement dans les moules. Alors ici, on a des petits moules carottes qui sont fort mignons, mais les petits moules en sphère fonctionnent très très bien. Ce qu'on discutait tout à l'heure avec Beethoven, c'est que si vous commencez la mise en place du manger-main mixé sur vos établissements, n'hésitez pas à d'abord investir dans ce type de moule pour faire tous vos essais et ensuite passer sur ce type de moule qui vont être beaucoup plus onéreux parce que peut-être que finalement, après les essais, vous n'allez peut-être pas le mettre en place parce qu'il n'y a pas de besoin finalement. Dans tous les cas, ces premiers moules fonctionnent très bien. Toujours penser à graisser les moules pour un démoulage plus simple en cellule de refroidissement après. Et c'est bon. Ouais, c'est parti. Attention, un petit peu de bruit. On n'entend pas du tout le bruit, c'est parfait. Est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon. Alors dans le chat, on a une question au niveau de l'hygiène. Combien de temps à l'avance peut-on réaliser le manger main, notamment par exemple sur cette recette-là qui est en train d'être préparée? J'ai pas entendu la question, pardon. C'est au niveau des questions d'hygiène. Combien de temps à l'avance on peut réaliser des recettes manger main, notamment celle-ci? Ça dépend des protocoles dans les groupes de maisons de retraite ou d'hôpitaux. Ça dépend du protocole, mais en général, c'est au jour. Hein. C'est le C'est jour au J. jour le jour. Ouais. Voilà. Après, chaque cuisine peut adapter, on va dire en fonction de si liaison froide ou si liaison chaude, à partir du moment où le protocole est verrouillé et validé par les services vétérinaires. Donc, vous avez vu quand Donovan a positionné en fait le robot coupe avec les aliments à l'intérieur. Il a bien veillé à mélanger à l'intérieur pour que toute la préparation soit bien récupérée. Évidemment, il a surveillé aussi à travers le robot coupe. Donc, l'idée, c'est de faire comme à la maison quand vous avez une pâte à gâteau ou bien je sais pas, une pâte à gâteau, une pâte de scoop, vous voulez. C'est de vérifier qu'il n'y ait pas de grumeaux et qu'il n'y ait pas de petits morceaux de carottes ou, là, en l'occurrence, que des petits morceaux de carottes qui soient restés sur le côté et qui finissent en fait au final dans votre préparation. Donc ça, c'est quand même un petit point d'attention à avoir pour après, derrière, pouvoir avoir des manger-mains de qualité. Après, pour les règles de mixage, pas plus d'1 minute, sinon la préparation commence à chauffer, on dépasse la bonne température. Donc, pas plus d'1 minute, il vaut mieux faire des pauses. Et si votre carotte n'est pas assez fine, pour une petite pré-cuisson au four ou à la vapeur, et ça se mixera beaucoup plus facilement. Après, là, on a choisi un aliment qui était bien dur pour pouvoir... Après, on a choisi de la crudité parce que ça parle à tout le monde. Ça fonctionne avec la betterave, ça fonctionne avec le concombre. Voilà, ça fonctionne.
Il faut augmenter le pourcentage de gélifiant quand on a des légumes qui sont à base d'eau, type concombre. Donc, augmenter le pourcentage de gélifiant pour ça. Là, vous aviez mis des carottes râpées, crues. C'est ça. Je peux le mettre un peu dans le sens pour que les Tout à fait. C'est des carottes râpées crues, une vinaigrette maison à la moutarde, à base de moutarde, et de l'enrichissement à base de vache qui rit et la poudre type gélatine en poudre. Voilà. Mais ça marche très très bien avec de la gélatine classique qu'on réhydrate. On compte 8 à 10 feuilles par litre ou de l'agar-agar. Là, on est sur 3 à 4 grammes par litre. En sachant que l'agar-agar va être beaucoup plus onéreux, mais comme on disait, l'idée étant de venir varier les texturants, c'est pas quelque chose que vous allez utiliser régulièrement. Vous pouvez tout à fait en fait en avoir un petit peu pour certaines préparations, celles en tout cas qui s'y prêtent le plus. Après, moi, je conseille vraiment l'agar-agar pour des préparations chaudes plutôt. Voilà, je conseille vraiment l'agar-agar pour des préparations plutôt chaudes parce que ça a un meilleur rendu au niveau du goût. En fait, l'agar-agar, quand il chauffe, ils font mieux dans la bouche que quand il est servi froid. Donc, plus de la gélatine ou du texturant pour les préparations froides, style entrée, dessert, et plus de l'agar-agar pour une préparation plus chaude. Est-ce que vous avez un exemple de préparation chaude avec de l'agar-agar, là en tête? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des légumes, ça peut être des haricots verts qu'on fait avec l'agar-agar, ça peut être de la viande, de la dinde, voilà. Mixé avec de l'agar-agar. Ouais, en fait, ça va vraiment dépendre de votre recette. Si vous mixez, par exemple, votre escalope de poulet seule, et ben, peut-être qu'avec l'agar-agar, ça va très bien fonctionner selon votre façon de cuire le poulet. Et puis, si vous allez rajouter de la crème, une sauce moutarde, Sans l'agar-agar, ça va être un petit peu différent. il faut toujours un bouillon en plus. En fait, on a la viande qui est cuite, on a un bouillon, ça peut être un bouillon d'œuf, un bouillon de volaille, un bouillon de légumes, qui est bouilli avec le gélifiant à base d'algues qui est l'agar-agar et qui est versé sur la viande et ensuite mixé, moulé. Ouais. Voilà comment ça fonctionne. C'est un peu différent des autres gélifiants parce qu'il faut le faire bouillir absolument. Enfin, c'est comme ça qu'on l'active. Donc après, d'un point de vue nutritionnel, quand vous allez utiliser l'agar-agar, ou en tout cas quand c'est des gélifiants qui vont être à diluer dans l'eau, forcément, au niveau du rendu final, le poids va être la denrée et l'aliment brut, mais en plus, vous aurez le diluant. Donc là, on est là sur le bouillon. Donc d'un point de vue nutritionnel, vos 120 grammes de mixé, ça ne va pas forcément être vos 120 grammes de poulet brut tel que l'escalope. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut essayer de faire attention parce qu'on se dit, oh, bah, super, le patient, il va avoir ses apports alimentaires, ses apports énergétiques, nickel. Sauf que non, en fait, il y a un petit peu moins du fait que la recette, elle a été un petit peu diluée. Après, l'agar-agar, c'est comme le texturant, c'est un temps de prise de moins de 20 minutes. Donc, c'est une solution assez efficace. Après, vous avez aussi la possibilité de le faire avec du blanc d'œuf, qui marche très bien. Mais là, il y a une cuisson de vapeur, c'est un peu plus long, avec un refroidissement derrière. Donc là, on est sur une quarantaine de minutes de cuisson et avec un refroidissement en moins d'une heure derrière. Donc, c'est un peu plus de temps, mais c'est un autre résultat et ça peut varier aussi. Ça peut se faire en ballotines, découpé. Voilà, ça peut se faire du manger-main avec le blanc d'œuf également. Soit en poudre, soit en liquide. Et donc là, avec notre blanc d'œuf, on aura forcément les bons apports en protéines. Donc là, la recette, elle est terminée. On va mettre ça en cellule de refroidissement et on revient après pour la dégustation. Et donc, combien de temps en cellule de refroidissement? Il arrive. On a une question, combien de temps dans la cellule de refroidissement? On peut compter à peu près un quart d'heure maximum. Parfait. Bah, merci beaucoup pour cette démonstration. On regardera après ce que ça donne
en fin de cookinère, vous nous montrerez le résultat. Merci beaucoup, Donovan, et merci Salomé. Donc, on retient que le manger main, c'est pas une cuisine appauvrie. En fait, on peut ajouter des choses pour l'enrichir. On peut mettre des fibres, des protéines, on peut mettre plein de choses. C'est une cuisine qui est un peu repensée, où on peut faire un peu appel à la créativité. Donc, c'est pas seulement une technique en cuisine, c'est aussi un projet global qui implique toutes les équipes d'un établissement. On va répondre à la question comment faire pour que tout le monde s'y retrouve, comment lever les freins parfois culturels autour de cette pratique. Et pour parler de tout ça, donc il y a Salomé qui va à nouveau intervenir, Donovan également, mais aussi Agnès Maton, référente nutrition chez Cisco France, qui accompagne au quotidien des établissements médico-sociaux sur ces questions d'implication des équipes, de plaisir et de nutrition. Agnès, je vous laisse commencer. Votre micro est coupé. On ne vous entend pas. Oui, pas de son côté Agnès, le micro il est coupé et je ne sais pas comment vous aider. Peut-être que en attendant que Agnès réussisse à réactiver son micro, Salomé, vous pouvez prendre la main Oui, oui, bien sûr. plus sur le sujet, du coup, on va être plus sur le sujet de dédramatisation du manger main et dignité. Donc, c'est vrai qu'un patient qui va être hospitalisé, que ce soit à l'hôpital, en SMR ou bien encore en EHPAD, tout de suite, on a un sentiment de perte d'autonomie. Donc, l'idée, même au niveau nutritionnel, ça va être de lui apporter un maximum d'actions à faire lui-même. Et notamment dans l'acte alimentaire, on va avoir cette importance de lui redonner toute son autonomie, toutes les possibilités pour qu'il puisse se débrouiller seul. Donc, ça part, en tout cas, dans toute la prise des repas, que ce soit le petit déjeuner, que ce soit les collations, le repas de midi ou le repas du soir, on va chercher à l'autonomiser. Donc, vis-à-vis de ça, la dédramatisation, elle va se trouver non seulement au niveau du patient, dans l'action du manger-main, mais aussi au niveau des soignants. Parce que parfois, les soignants vont se dire, bon, bah voilà, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, on n'a pas suffisamment de personnel, etc., etc. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à faire des tests. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une journée par mois ou par-ci, par-là qui vont être ciblées pour pouvoir mettre en place au début peut-être uniquement l'entrée, comme on a fait là aujourd'hui. Tiens, aujourd'hui, c'est entrée, manger, main et on voit comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on peut essayer de le faire pour le dessert et puis après pour le fromage. Et ensuite, on peut passer au plat. L'idée, en fait, c'est vraiment d'y aller petit à petit pour que tout le monde puisse avancer en même temps et que les patients s'habituent. Parce qu'au début, il va y avoir une indication d'alimentation manger main et puis les patients qu'on a toujours forcés à avoir leur cuillère, leur fourchette à la main, du coup, ils ne savent plus comment faire. Et donc, il ne faudra pas hésiter à retenter encore et encore, comme pour les enfants quand ils n'aiment pas les carottes au début. Il faut leur représenter cette fois. Pas pareil avec les patients. Pour donner le plaisir de la mâche. Oui, carrément. Et non Super. plus de déglutir dans le tout. Ça marche, merci beaucoup Salomé. On peut reprendre du coup avec Agnès qui normalement a réglé le problème. Oui, j'espère qu'on m'entend, c'est bon? Parfait, c'est bon, Ouais, nickel. désolée, j'avais un petit souci effectivement de connexion. Bon, ça arrive. Voilà. Donc du coup, oui, effectivement, bon, moi, je vais juste tenter de vous apporter deux, trois conseils généraux, en tout cas, pour réussir la mise en place du manger main dans les EHPAD, suite aux différentes expériences justement qu'on a pu avoir. Donc là, on va avoir une vision un peu macro aussi. Je pense que c'était très important pour commencer de parler du point numéro un, et pas des moindres, c'est juste un point essentiel.
c'est le fait qu'il faut que le projet il soit pluridisciplinaire et coordonné. Alors pourquoi? Bah, parce que j'ai trop entendu cette phrase des fois de chef de cuisine qui nous dit bah, on m'a demandé de faire du manger main, qu'est-ce que vous avez chez Cisco à me proposer? Donc non, bah, le manger main, ce ne sont pas que des produits, c'est pas que des techniques culinaires, c'est aussi un véritable concept en fait et puis une solution complète. Donc à la base, bah, ça va fonctionner que si on a l'implication et la motivation de tout le personnel de l'EHPAD. Donc que ce soit la direction, que ce soit bien sûr les cuisines, médecins coordinateurs, diététiciens, tout ce qui est soignant bien sûr, animateurs, infirmiers, etc. Donc une fois qu'après, bah, on décide de lancer le projet, ce qui va être primordial, c'est le point numéro 2. Et en général, c'est pas le plus simple, celui-ci. C'est justement, et Salomé en a un petit peu parlé, c'est voilà, il faut que derrière, on puisse identifier vraiment les personnes qui nécessitent en tout cas cette alimentation. Alors, c'est pas parce qu'on a des personnes Alzheimer, justement, 10 personnes mettons sur la structure, qu'on va tous leur donner du manger-main. Justement, on va étudier, comme on disait, tout ce qui est troubles cognitifs, etc. On va essayer de voir en fait à qui on peut déterminer ça. Alors moi, j'ai juste cité quelques exemples, mais effectivement, ça va dépendre complètement de l'EHPAD. On peut avoir Madame Dupont, par exemple, je ne sais pas, qui tremble pour le coup et qui se salit souvent. On peut avoir Monsieur Rémy qui reste pas assis et qui déambule. Ou alors quelqu'un en fait, qui joue avec la nourriture aussi. Voilà, donc c'est quelques exemples concrets sur lesquels on va pouvoir se poser la question, en tout cas si on met en place le manger-main ou pas. Donc là encore, bah, le rôle de chacun, il est très important. Et on peut prendre d'ailleurs le cas des aides-soignants, parce qu'eux, ils ont un rôle central dans l'accompagnement au quotidien. Ils observent justement le comportement alimentaire, ils aident à la prise justement des repas, et donc ils peuvent surveiller aussi l'apparition des troubles de la déglutition. Et une fois qu'on a identifié ça, va en découler le type de manger-main. Et là aussi, pareil, Donovan et Salomé en ont bien parlé, c'est que bah, pour le coup, on peut avoir des choses où ça va nécessiter du manger-main texturé, notamment quand on a des personnes qui ont des troubles de déglutition. Donc là, c'est là où on va avoir le plus gros travail au final, parce que là, il faut vraiment pouvoir bah, ajouter toutes ces techniques comme on a vu avec Donovan. Donc après, les bouchées, elles peuvent aussi être enrichies. Donc ça a été l'exemple là pour le coup de ce cookinaire aussi. Et après, on peut avoir le fameux manger-main classique avec des petites bouchées façon un peu snacking. Donc, ça peut être bah, effectivement boulettes de viande, beignets de légumes, ou alors des petits desserts style voilà, les macarons, les financiers, etc. Notamment pour les personnes qui déambulent beaucoup. Ensuite, l'un des points aussi essentiels, troisième point, c'est la formation des équipes. Donc là, ça concerne aussi bien les soins que la cuisine, puisqu'en fait, les soins, bah, justement, on va pouvoir les aider justement à déterminer à quelle personne on va proposer le manger-main. Et puis en même temps, donc pour la partie cuisine, bah, ça faisait justement l'objet là, c'est tout à fait du concret. C'est que là, on voit, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme technique de cuisine, des idées recettes, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. En quatrième point, donc ce qui m'a paru important aussi, c'est la notion de partager, s'entourer. Alors quand je dis ça, c'est assez général, mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on le met en place, il faut pouvoir partager son projet avec d'autres EHPAD qui l'ont mis en place, avec bien sûr des associations comme justement les Insatiables. Je pense qu'il faut utiliser les réseaux sociaux pour trouver à la fois des informations, pour s'inspirer bien sûr d'expériences et d'experts qui partagent justement beaucoup de pratiques. Il faut échanger avec nous aussi, fournisseurs, parce que pour le coup, bah, nous, voilà, on vend des produits et donc forcément, quand vous avez des commerciaux qui viennent vous voir sur le terrain, bah, on va pouvoir aussi aider à cibler des produits ou des recettes en fonction des besoins. Voilà, s'il se trouve qu'il n'y a que 2 personnes qui sont en manger-main sur un établissement, et ben, du coup, le commercial va adapter notamment des produits qu'il va lui vendre en petit conditionnement. Enfin, c'est plein de petites choses un peu dans ce détail-là. Le dernier point, et pas des moindres aussi, c'est la communication avec les familles, puisque là encore, ben, on voit trop de professionnels qui ont peur, voire honte, de dire aux familles que les anciens vont manger avec les doigts. Donc la communication, elle est juste essentielle. Et là, pareil, Salomé en a parlé tout à l'heure, je crois qu'il faut vraiment dédramatiser le manger-main. On fait tous du manger-main. Qui n'a pas fait d'apéritif dînatoire? Qui n'est pas allé au fast-food avec ses enfants? Ou bien manger un sandwich le midi? Donc, il n'y a rien d'indécent et bien au contraire, l'objectif, là pour le coup, on est bien sur le fait de redonner l'autonomie à la personne. Donc, il ne faut pas hésiter d'ailleurs, je pense, à impliquer les familles lors des réunions qu'on peut faire, des dégustations, des repas, bien sûr, pour les associer pleinement au projet.
Donc, ce que je pourrais juste te dire, en tout cas en conclusion, c'est que bien que la restauration, finalement, en EHPAD, c'est la restauration collective. Pour autant, elle évolue sensiblement, je trouve, vers des démarches de nutrition individualisée, où on va tenir compte justement des besoins, des goûts, des handicaps, etc. Donc oui, il peut y avoir des incertitudes quand on voit ce que ça implique, la mise en place du manger-main, parce qu'il peut y avoir, comme on disait, 1, 2, 3, 10 personnes sur l'établissement, mais, et là je fais un grand mais, hein, avec beaucoup de majuscules, on y arrive, quoi. Et quel plaisir, à un moment donné, de rendre justement cette autonomie à nos aînés qui n'en avaient plus, et surtout de leur redonner l'envie de manger et d'être fiers de manger seuls. Voilà. Merci beaucoup Agnès, hyper intéressant sur ces éléments importants dans la mise en place du manger main. On va revenir un petit peu plus spécifiquement sur votre point 3, la formation des équipes de cuisine avec du coup Donovan. Comment en fait comment se passe la transmission entre le besoin du soin et la cuisine? Comment on implique les équipes de cuisine justement sur la mise en place du manger main? Pardon, on a un Ouais. petit souci Ouais. de batterie du téléphone. C'est bon, C'est bon, c'est réglé. c'est calé. Ne bougez pas. Voilà, désolée si on vous donne un petit peu la musique du gâteau de blanc. On va s'en sortir. Alors, comment on implique les équipes? Par de la formation, soit chez des prestataires, soit en interne, démonstration, ateliers. Là où je travaille souvent, c'est ce qu'on fait, c'est on fait des ateliers à l'extérieur, on se réunit tous ensemble et on fait quelques recettes. Voilà, c'est le mieux à faire, c'est la pratique. De Ok. partager avec les équipes soignantes aussi, je dirais, parce que, mine de rien, on a souvent tendance à scinder les équipes soignantes des équipes de cuisine, alors qu'en fait, elles vont vraiment travailler ensemble dans cet objectif de mise en place du manger main. Il ne faut pas hésiter à faire des formations communes où, pour le coup, les services de cuisine. Pardon, désolée, c'est un petit peu précaire. Non, mais sinon, on va le tenir, c'était très bien. Hop, voilà, on fait des petits selfies. L'idée, c'est oui, donc que les services de cuisine aillent peut-être pour le coup, pour une fois servir les repas, que la cuisine puisse, que les services puissent eux descendre en cuisine, voir un petit peu en fait comment ça fonctionne pour chacun, pour que tout le monde en fait, comme vous disiez tout à l'heure Agnès, puisse être impliqué dans cet objectif. Organiser des sessions de dégustation avec les équipes, aussi les familles, comme des journées portes ouvertes. Voilà, pour présenter un petit peu les textures modifiées, les manger main. Super, merci beaucoup pour toutes ces idées. Donc en fait avec vos retours on comprend que c'est vraiment en fait la mise en place d'un manger main dans des établissements, c'est vraiment un projet collectif qui allie et le soin et la cuisine et la direction et évidemment du coup les familles. Donc c'est dans cette logique d'accompagnement global que Cisco s'engage auprès des établissements et du coup on va donner la parole à notre dernière intervenante, Aude Petitbon, chef de marché médico-social, pour découvrir comment sur le terrain Cisco soutient concrètement la prévention de la dénutrition. Donc Oui, Aude, c'est à vous, vous m'entendez bien, c'est bon. on vous entend bien. Donc en complément, je voulais mettre un peu l'accent sur le rôle des distributeurs en fait dans cette lutte contre la dénutrition, puisque les distributeurs sont des maillons essentiels en fait dans la prévention et la prise en charge des convives. On sait que l'alimentation, c'est une des clés principales d'entrée dans la santé et le soin des personnes âgées. Mais en fait, notre démarche, elle doit aller au-delà du fait de fournir des produits qui sont bons, sûrs et adaptés. Donc, comme l'ont dit plutôt Donovan et Agnès, on a vraiment l'accompagnement et la formation qui sont des leviers structurants pour cette lutte contre la dénutrition. Et donc, cet accompagnement chez Cisco passe notamment par notre équipe spécialisée sur le terrain, donc en nutrition, dont Agnès fait partie,
et qui peuvent donc aider et conseiller les établissements dans la mise en place donc de nouveaux procédés, de nouvelles pratiques, telles que par exemple le manger-main, mais également pour que l'accompagnement il soit constant. On a aussi une assistance qui est dématérialisée, qui est Nutri-Service, et qui permet de répondre toujours sur des besoins et des demandes selon les besoins qui sont demandés, mais sur la nutrition. Et donc sur la slide suivante, c'est de cet accompagnement, de ce besoin de former et de sensibiliser qu'est né en fait le partenariat entre Cisco et les Insatiables. Donc le but là, c'est de fournir des outils et des supports qui sont à disposition de tous. Donc notamment, vous avez ce Cookinaire que vous êtes en train de regarder, mais vous avez également un livret gourmand qui est mis à jour chaque année, donc que vous pouvez télécharger via le QR code sur l'écran, dans lequel vous retrouverez donc des recettes qui sont adaptées pour prévenir de la dénutrition, que vous pourrez donc refaire dans vos établissements. Et on mène aussi donc des actions, par exemple des ateliers en EHPAD, qui sont des ateliers de cuisine qui permettent de solliciter en fait les résidents pour préserver l'autonomie, susciter l'appétit. C'est des moments de convivialité aussi qui les impliquent dans ce moment du manger, du repas. Et donc c'est un ensemble d'actions qui vont vraiment aider à prévenir de la dénutrition. Donc pour le mot de la fin, ce que je voulais dire, c'est que le distributeur, c'est plus qu'un distributeur. En fait, on se doit d'être un partenaire du quotidien pour l'ensemble des équipes qui sont au contact des convives. Merci beaucoup, Aude. Merci aux intervenants pour toutes vos interventions. On avait une petite question dans le chat. On va pouvoir répondre aux questions qui ont été mises dans le chat. Donc pour l'instant, on avait répondu à une et il y en a une deuxième. On va répondre à celle-ci. N'hésitez pas, tant qu'on répond à cette première question, à mettre d'autres questions dans le chat, à poser vos questions. C'est le moment un peu du temps d'échange. Du coup, on va répondre à la question de Madame Four. Nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir intégrer ces prestations manger, donc manger main, j'imagine, car les équipes ont déjà trop de travail. Avez-vous des pistes pour limiter la surcharge de travail? Donc, qui veut répondre, répond. Peut-être orienter la question côté Donovan, vu que vous faites face à ces questions-là quotidiennement en cuisine. Oui, tout à fait. C'est le premier retour des équipes, mais en fait, quand on les accompagne et qu'on leur montre, ça devient un automatisme. Donc, que ça soit le manger main, que ça soit le mixé moulé, voilà. Après, c'est des choses. Au début, les équipes, elles pensent que ça leur ajoute du travail, mais après, ça devient une facilité parce que ça devient un automatisme. Donc, faut les accompagner surtout dans la formation et la découverte de ces choses-là. Et après, ça devient un plaisir pour les équipes, ça devient plus une contrainte. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que plus ils vont commencer par ce qui est le plus facile, plus en tout cas ils seront enclins à continuer. C'est-à-dire que vraiment commencer par des entrées. Ensuite, mettre en place les desserts. Après, passer aux produits laitiers. Et ensuite seulement passer sur tout ce qui est denrées chaudes. Parce que plus vous allez commencer par le facile, plus après derrière vous maîtrisez le plus compliqué. Comme dans n'importe quel sujet. Ouais, moi, je conseille vraiment le Knorr pour démarrer. Après, on peut passer sur autre chose. Mais vraiment, le Knorr qui est facile d'utilisation. Pour 1 litre, on est sur 100 grammes de préparation en moyenne. Donc voilà, c'est assez facile d'utilisation. C'est assez simple. Ça se trouve partout, chez tous les fournisseurs. Donc, pour commencer, je pense texturer tout ce qui est entré au Knorr, c'est la première étape. Ok, super, merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à votre question, Madame Four. Ensuite, on a une autre question qui est, pouvez-vous intervenir sur tout le territoire pour faire des ateliers EHPAD? Je pense que ça, c'est plus une question pour soit les Insatiables, soit pour Cisco. En tout cas, nous, du côté des Insatiables, on est une association nationale qui intervient sur tous les départements en France métropolitaine. Donc oui, on peut venir faire des ateliers dans différents EHPAD sur différents départements dans la France. Il faut juste se rapprocher en fait des insociables pour voir ce qu'il est possible de faire sur votre territoire, dans votre établissement. Voilà. Peut-être que Cisco voulait répondre aussi à cette question.
Bah, je suis alignée avec ta réponse, parce que de notre côté aussi, nos responsables nutrition sont répartis pour pouvoir couvrir toute la France. Donc, les ateliers sont faisables aussi sur toute la France côté Cisco. Ok, super. J'espère qu'on répond aussi à votre question. Une autre question de Madame Launay, c'est est-ce que vous avez mis en place l'ITSI en même temps? Est-ce que ça parle à quelqu'un cette question? Les IDDSI. Ah, Les les IDDSI, en fait, IDDSI. c'est les grades de texture. Ah oui, 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 bien Donc, sûr. vous allez Ça me parle. avoir le grade 7, le grade 7 bis, je ne sais jamais son nom, celui-là. Donc, ça, c'est le noir. Ensuite, vous avez le bleu, ça, c'est texture. Pardon, je réfléchis, texture 6. Ensuite, vous avez le orange, texture 5. Ensuite, texture 4, c'est le vert. Texture 3, c'est le jaune. Et donc, si on repart dans l'autre sens, ça fait texture hachée, texture, non, texture tendre. Texture hachée, texture mixée, texture liquide. Donc On est ça, bon. la question du coup, c'était est-ce qu'on met en place donc ces différentes textures en même temps que le manger-main? Je pense que c'était Alors, est-ce mettre que c'est à possible? la fois, en tout cas, si le projet est de mettre en place à la fois les textures IDDSI et de manière séparée le manger-main, je trouve que ça fait un gros projet. D'abord, on met en place les textures et après, on met en place le manger-main. Si après, une fois que ça, en tout cas, si les textures, elles sont bien en place chez vous, à ce moment-là, et qu'elles sont maîtrisées surtout par les équipes, parce que c'est pas parce que je maîtrise le manger-main que je vais forcément maîtriser toutes les textures. L'idée, c'est l'idée, c'est de pouvoir y aller progressivement. Commencer vraiment par la texture qui va être la plus prioritaire sur votre établissement en fonction des besoins des patients. Et puis, peut-être de venir ajouter des textures IDDSI si nécessaire. Là, on vous a présenté, par exemple, la texture IDDSI numéro 4. Enfin, on va vous la présenter parce que c'est prêt. Mais vous pouvez y aller d'ailleurs, justement. J'allais dire, nous pouvons- Alors, peut-être avec Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, je prends notre assiette. Alors là, c'est moulé en forme de carotte. On voit bien. Ici, c'est découpé avec les sphères. Il y a aussi une autre petite carotte qui est ici. Et donc, en fait, les sphères, elles sont vraiment mises en petits morceaux pour que ça puisse être attrapé avec les doigts. Parce que, en fait, si vous laissez la sphère complète, avec les bords ronds, ça va glisser et le patient, il va en avoir. Alors, dans tous les cas, il en aura un peu sur les doigts et c'est quelque chose de normal. Et c'est ça qu'on va venir aussi démocratiser avec les familles, avec les soignants. Et parfois même avec les patients parce que ça pourra les rebuter un petit peu. Et l'idée, c'est de venir attraper avec les doigts. Après, il faut que c'est une texture quand même assez fondante. Voilà. Ça, c'est une trace. Il faut que ça soit trop pâteux dans la bouche. Alors attention, je vous coupe. Moi, chez moi, l'image, elle est figée. Sur la grosse caméra ou La le petite. téléphone? Le téléphone. D'accord. Donc, c'est mieux si on regarde Oui. ici. Mettez-vous Ok, très bien. sur la... Voilà. Pas de problème. Merci. Une texture qui s'écrase quand même. Voilà. Donc là, on vient de faire avec la cuillère. Ça, c'est une préparation que Donovan a faite tout à l'heure. Donc, elle a eu le temps de réchauffer un petit peu, une bonne demi-heure quand même. Donc, c'est quelque chose où là, forcément, si on fait une prise en main avec les doigts, je vais tester. Hop. Ah, et quoique, ça tient drôlement bien. Parfois, ça peut être un petit peu plus réchauffé en fonction de la température de la pièce. Et vous voyez, sur les doigts, ça va, je m'en sors. Je peux largement lécher mes bouts de doigts. Super. Et est-ce que c'est bon du coup? Ah ben, on n'a pas goûté. Moi, Ah, je n'ai pas encore goûté. Attendez. Attention. Suspense. On sent bien la vache qui rit. On sent bien la vinaigrette à la fin. Et on a la carotte aussi. On est bon. test réussi. Super. Ben, merci beaucoup. On n'avait pas d'autres questions dans le chat. Ah si.
on a une autre question, c'est au niveau du manger-main chaud à plus de 63 degrés, comment cela se passe pour les résidents? Donc encore une question plus du côté de la cuisine. Alors, les manger mains à plus de 63 degrés, c'est ça la question? Oui, oui, Ah bah comment on alors, fait pour... alors là, les ça sera résidents de l'agar-agar ou du blanc d'œuf. Voilà, l'agar-agar, il résiste jusqu'à une température de 110 degrés. Voilà, pas d'humidité, que du sec, pas de micro-ondes. Mais ça peut résister jusqu'à 110 degrés et sinon, ça peut être au blanc d'œuf. Voilà, en ballotine, découpé. Mais pas de gélifiant à base de gélatine, par contre. Je pense peut-être la question aussi, c'était plus pour la prise en main, Ouais. Pour la pour prise ne en pas se main, brûler. quand vous allez, ouais, tout à fait. En fait, quand vous allez avoir le service, évidemment, il y aura un petit temps, je dirais encore, enfin, quand je dis petit temps, c'est petit temps, où avant de servir, c'est-à-dire que vous servirez d'abord les entrées et ensuite vous aurez le service du plat principal qui aura eu le temps de refroidir légèrement. Globalement, il y a une cuisson à 63 degrés, mais après, le service ne doit pas forcément se faire à 63 degrés. Il doit être au-dessus de 63 Il doit degrés. être au-dessus de 63 degrés, mais Voilà, ça va. pour du chaud Ça va et être en dessous de 10 degrés pour du froid. Ok. Mais les patients ne se brûlent pas. Ouais. Vu le nombre de... On n'a jamais eu d'accident. Vous n'avez jamais eu d'accident de brûlure. Super, merci pour Les femmes le comprennent, ça. Ça va. merci pour la réponse. Petit point sur le sondage qu'on avait fait sur est-ce que vous avez déjà essayé le manger main. Donc la majorité des personnes, c'était non. Donc on espère que ce Cookinaire vous a un peu donné envie de tester dans vos établissements ou avec vos patients le manger main. Donc on va conclure ce Cookinaire. Avant de conclure, on voulait vous présenter une opportunité de mettre en avant votre savoir-faire si vous êtes chef cuisinier, vous personnellement, ou si vous connaissez, vous côtoyez des chefs cuisiniers au quotidien. Aux Insatiables, on a un concours qui s'appelle le Bon en Avant et qui revient en 2026. C'est un concours culinaire qui valorise les chefs et les cuisiniers de restauration collective, donc restauration collective scolaire, en EHPAD, en établissements médico-sociaux. Les inscriptions, elles ouvrent en janvier, mais les pré-inscriptions sont déjà ouvertes. Si vous souhaitez en savoir plus ou assister à une de nos réunions de présentation de ce concours, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'équipe organisatrice. On a un site internet qu'on va vous partager dans le chat, Le Bon en Avant. Et avant de se quitter, un grand merci aussi à tous nos intervenants, donc Dr Arnaud Deluca, Salomé Gorsi, Donovan Kozlowski, Agnès Materon et Aude Petitbon. Et bien sûr, merci à toutes et tous d'avoir assisté à ce Cookinaire. Et merci encore à nos partenaires Cisco et au collectif de la lutte contre la dénutrition pour leur engagement et cette belle semaine de lutte contre la dénutrition. Petit point aussi sur le replay. Normalement, vous allez recevoir automatiquement le replay par mail et on mettra aussi le replay sur YouTube. Voilà, merci beaucoup. Merci. 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 Au niveau des trucs, nickel.